Il faut vraiment imaginer le truc. On s'assoit devant un ordinateur et, par la simple force de la pensée, on force un logiciel de tirage à pile ou face à sortir systématiquement pile. Ouais, ce qui, selon toutes les lois de la physique classique, est juste, totalement impossible. Carrément impossible. Et pourtant, après des décennies de tests super rigoureux, on parle de plus de 2,5 millions de lancers automatisés. Les données de l'université de Princeton affichent une probabilité de 10 puissance 76 contre 1 que ces résultats soient dus au hasard. C'est un chiffre avec 76 zéros, c'est astronomique. Et le plus déroutant là-dedans, c'est que, enfin, il semblerait que le cerveau humain n'ait pas modifié la machine dans le présent. En fait, il se serait souvenu d'un futur qui n'avait pas encore eu lieu. Je suis ravie de plonger là-dedans aujourd'hui parce que ça bouscule tout. Je suis ravi aussi, et c'est vrai que c'est un point de départ qui donne le vertige. Ça nous force à envisager que notre conception même de la causalité, de la flèche du temps, pourrait fonctionner à l'envers. Exactement. Et pour cette exploration, on a une montagne de documents fascinants. On va croiser des études neurobiologiques sur la mécanique temporelle du cerveau, les fameuses données du laboratoire PEER et du Global Consciousness Project, mais aussi des trucs plus philosophiques. Oui, on a du Gilles Deleuze, les travaux de Tailleur de Chardin, et même des analogies tirées de textes très anciens comme ceux de l'érudit Al-Ghazali. C'est très dense. De relier les points, de comprendre comment notre monde intérieur façonne la matière, se connecte aux autres et remet en question le temps lui-même. Et c'est là qu'il faut fixer une règle d'engagement stricte. On va naviguer à la lisière de la métaphysique et de la quantique. C'est un terrain où on peut vite glisser vers, disons, la pensée magique. Mon rôle ici, c'est de garder la tête froide. On va disséquer les mécanismes, comprendre la logique interne de ces hypothèses, sans pour autant dire que ce sont des vérités absolues. D'accord, le cadre est posé. Alors, commençons par le tout début, l'outil qui nous sert à mesurer notre existence, le temps. Décortiquons un peu tout ça parce que si on veut comprendre comment la conscience influence l'univers, faut d'abord comprendre comment elle perçoit les secondes qui passent. C'est la base, oui. Et la littérature médicale qu'on a épluchée détruit complètement le mythe du cerveau comme une simple caméra qui enregistre le monde passivement. Le cerveau fabrique le temps, de toutes pièces. La neurobiologie a très bien cartographié ça. En gros, on a trois structures principales. D'abord, le cortex frontal, qui gère notre attention. Ensuite, l'hippocampe, qui possède ce que les chercheurs appellent des cellules de temps. Ah oui, c'est ce qui sert à horodater nos souvenirs, c'est ça? Exactement. C'est crucial pour la mémoire épisodique. Mais le véritable moteur de tout ça, ce sont les ganglions de la base. C'est une région très profonde du cerveau qui agit littéralement comme un accumulateur d'impulsions. Attends, c'est ce mécanisme d'accumulateur qui m'intrigue à fond. Dans nos notes, ils disent que c'est directement régulé par la dopamine. En fait, ça veut dire quoi? Que plus on a de dopamine, plus le temps s'accélère, ou l'inverse? C'est une excellente question. Il faut voir cet accumulateur comme un compteur qui enregistre des clics ou des tics. La dopamine, c'est le courant électrique qui dicte la fréquence de ces tics. Donc, imaginez une situation de stress intense, un accident par exemple. Le fameux effet de ralenti. Voilà. Le cerveau est inondé de dopamine. L'accumulateur s'emballe et enregistre un nombre massif de tics en une seconde physique. Du coup, quand le cerveau analyse cette densité folle d'informations, il a l'impression que l'événement a duré beaucoup plus longtemps. C'est dingue. Et à l'inverse, si on s'ennuie à mourir dans une salle d'attente. Le niveau de dopamine chute, l'accumulateur enregistre très peu de tics, et pour le cerveau, le temps est passé très vite en rétrospective. Même si sur le moment ça paraît long, la mémoire compacte l'événement. Ce qui donne une résonance incroyable au concept du philosophe Gilles Deleuze qu'on a dans les documents. Il décrit le cerveau comme un simple intervalle. Pour lui, le cerveau, c'est juste un espace, une latence entre une excitation et une réaction. Oui, ça permet de gagner du temps par rapport à un réflexe animal pur. C'est ça, ça fragmente l'information pour nous permettre de planifier et d'avoir des comportements imprévisibles. Ce qui est fascinant ici, c'est que la médecine nous prouve que cette horloge est faillible. Des maladies comme Parkinson qui détruit les neurones à dopamine ou la schizophrénie provoquent des distorsions temporelles massives. Donc le temps continu qu'on croit tous vivre, c'est juste une hallucination maintenue par de la chimie. Une hallucination consensuelle, oui. Un équilibre chimique très précaire. Du coup, ça m'amène à une réflexion un peu vertigineuse. Si le temps, au fond, c'est juste une construction de nos ganglions et de notre dopamine, est-ce que le temps, au niveau fondamental de l'univers, existe vraiment? Je veux dire,
On dirait que le cerveau est un logiciel de montage vidéo. Il prend des images fixes et les aligne avec la dopamine et bim, on a l'illusion d'un film fluide. C'est un débat majeur en physique quantique, l'absence de la flèche du temps au niveau subatomique. Mais si on accepte que le cerveau est un filtre, un logiciel de montage qui limite les infos pour nous permettre de survivre au quotidien, ça soulève une implication énorme. Que se passe-t-il si l'architecture de ce filtre biologique se met à évoluer? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On entre dans la théorie d'Isaac Bentov. Pour lui, l'évolution humaine, c'est pas juste d'avoir appris à marcher droit ou d'utiliser nos pouces. L'évolution actuelle, c'est le système nerveux qui s'ouvre. Bentov illustre ça avec une courbe en cloche classique. Au centre, vous avez la majorité de l'humanité. Notre système nerveux est calibré pour la survie matérielle. Payer ses factures, éviter les dangers. Voilà. Mais aux deux extrémités de la courbe, il y a des individus marginaux. Bentov suggère que l'une de ces extrémités regroupe des gens dont le système nerveux capte des réalités non physiques. Le filtre s'est élargi. Il a d'ailleurs une anecdote frappante sur la façon dont on gère ces gens-là aujourd'hui. Il parle de Saint Paul sur la route de Damas. Le gars voit une lumière aveuglante, entend une voix, tombe par terre, et boum, il fonde une religion majeure. Un miracle. Mais Bentov fait remarquer, de façon assez cynique mais juste, que si le même homme voit la même lumière aujourd'hui, au volant de sa voiture sur la route 128 près de Boston, C'est clair qu'il finit pas prophète. non, il est arrêté par la police pour conduite dangereuse, envoyé en hôpital psychiatrique et diagnostiqué schizophrène. Son système nerveux en expansion est, pour citer Bentov, réduit en poudre grise par les calmants. C'est violent, mais ça illustre super bien l'analogie d'Al-Ghazali qu'on a trouvée dans les textes anciens. L'histoire de la fourmi. Ah oui, l'allégorie de la feuille de papier. C'est ça. Une fourmi marche sur une feuille. Elle voit de l'encre noire se déposer devant elle pour former des lettres. Comme sa vision est minuscule, elle se dit « Ah, c'est la pointe du stylo qui fait ça ». Elle est incapable de voir la main, le bras ou de comprendre l'intention de l'écrivain. Et notre science purement matérialiste fait souvent pareil. Tout à fait. La science observe les mécanismes, les tics de l'horloge biologique, sans voir l'intention derrière. Si le filtre perceptif normal est une fente très étroite dans un mur, les génies ou les prétendus fous ont simplement une fente plus large. L'info qui rentre est écrasante. Bon, alors, admettons cette hypothèse. On a des individus avec des antennes perceptives plus larges. Que se passe-t-il quand on passe à l'échelle collective? Si des milliards d'humains élargissent leur fente, est-ce que ça crée un réseau? C'est exactement le concept de noosphère de Teilhard de Chardin dont parle Diane Godifrey dans nos sources. Les atomes forment des molécules, les cellules forment des corps. La suite logique, c'est que les humains s'interconnectent pour former un macro-organisme planétaire. Comme des neurones dans un cerveau géant, ça me fait penser à l'inconscient collectif de Carl Jung, non? Il disait que des mythes identiques apparaissaient dans des tribus qui ne s'étaient jamais croisées. Oui, un réservoir d'archétypes partagés. Et le schéma de Bentov sur les niveaux de l'âme l'illustre bien. Au niveau physique, nos corps sont séparés. Vous êtes sur votre chaise, je suis sur la mienne. Jusque-là, tout va bien. Mais si on monte au niveau spirituel, au soi supérieur, les limites s'étendent. Nos champs d'information se chevauchent jusqu'à une omniprésence totale où tout le monde se fond en un seul réseau. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement au quotidien? Est-ce que cette fameuse petite voix intérieure, l'intuition, c'est juste l'écho de cette immense bibliothèque collective à laquelle on est tous branchés en Wi-Fi sans le savoir? C'est très probable selon ces modèles. Mais attention, cette interconnexion implique une responsabilité radicale. Al-Ghazali disait « Celui qui se connaît, connaît Dieu ». Ça prend tout son sens ici. Se comprendre soi-même, c'est faire la maintenance du réseau. Si chaque esprit compte, un traumatisme non résolu pollue la noosphère globale. Waouh! Donc travailler sur soi, c'est nettoyer le Wi-Fi planétaire. Mais attendez, faut qu'on parle des preuves concrètes. Est-ce que cette conscience collective a un pouvoir tangible sur la matière? C'est le moment d'aborder les expériences du PR Lab de Princeton et les travaux de Lynn McTaggart. On parle de générateurs de nombres aléatoires, des machines qui tirent à pile ou face électroniquement. Des systèmes basés sur le bruit thermique ou quantique. Le chaos absolu en théorie. Et donc, le protocole est fou. Un humain s'assoit devant un écran qui affiche soit des cow-boys, soit des Indiens, de façon totalement aléatoire. L'humain doit juste formuler l'intention de voir, disons, plus de cow-boys. Sans toucher à la machine, évidemment. Puissance 76 contre 1. Le chaos a obéi à la pensée. Et le truc de dingue, c'est la synergie.
Quand un couple fait l'expérience ensemble, l'effet est 6 fois plus puissant qu'une personne seule. Si on relie ça à une vision plus globale, c'est ce qui a inspiré le Global Consciousness Project. Ils ont mis ces générateurs partout dans le monde, et lors d'événements majeurs, comme le 11 septembre 2001, quand des millions de personnes ressentaient de la compassion en même temps, Les machines se sont alignées. Le hasard a disparu. Mais franchement, je dois faire l'avocat du diable une seconde. C'est déroutant. Comment de simples bouts de silicium et de plastique peuvent capter la compassion humaine? L'effet Gremlin, comme il l'appelle, ça paraît absurde pour un ingénieur. c'est absurde si on reste dans le paradigme matérialiste. Mais Elena Dana avance un concept intéressant dans nos documents. L'âme comme une fractale de la source créatrice. L'humain posséderait un vrai pouvoir de manifestation. La conscience ne serait pas un sous-produit du cerveau, mais le tissu fondamental de l'univers. Donc, l'esprit dicte un ordre au chaos informatique parce qu'au fond, ils sont faits de la même pâte fondamentale. C'est l'idée. L'intention n'attaque pas la machine de l'extérieur, elle réorganise la probabilité quantique de l'intérieur. Ok, alors si l'intention peut plier la matière dans l'espace, est-ce qu'elle peut plier le temps? Parce qu'on a vu au début que le temps n'est qu'une perception, et là on arrive aux échos du futur, la rétrocausalité. C'est le point culminant de nos documents. Le texte sur les lettres du cycle éternel suggère que les intuitions pourraient être des réponses envoyées depuis notre propre futur. Comme cet exemple de Steve, qui écrivait des lettres vers son futur pour créer un pont temporel. L'idée, c'est que les pensées voyagent à travers le temps comme des échos sur cette fameuse toile invisible. Oui. Et la validation mathématique de ça, on la trouve chez Dean Radin, avec son analyse des données du Peer Lab via les chaînes de Markov. Justement, les chaînes de Markov, c'est un peu technique. Vous pouvez nous l'expliquer simplement? Bien sûr, une chaîne de Markov, c'est un modèle mathématique pour des systèmes qui n'ont pas de mémoire. Imaginez un marcheur ivre. Le prochain pas qu'il va faire dépend uniquement de là où il est maintenant, pas du chemin qu'il a pris avant. Ok, c'est l'instant présent qui compte. C'est la machine dans le présent. En fait, l'inconscient a vu l'avenir. Il a vu à quel moment précis le hasard allait naturellement produire l'image du cow-boy et il a dicté à l'opérateur d'appuyer sur le bouton à ce millième de seconde exact. Ah ouais, hein, c'est comme si on jouait au loto, mais au lieu d'essayer de forcer les bonnes boules à sortir par télékinésie, on se souvient du tirage qui n'a pas encore eu lieu et on coche les cases en fonction. Ça renverse complètement la relation de cause à effet. Cela soulève une question cruciale, oui. L'information non locale, en physique quantique, permet à des particules de communiquer instantanément, peu importe la distance. Eh bien, ça pourrait s'appliquer au temps. Quel parcours incroyable on vient de faire. Si on résume, on est parti du cortex frontal et de la dopamine qui séquence notre illusion du temps. On a vu ce filtre évoluer et s'élargir. Ce qui mène à la formation de la noosphère, ce macro-organisme humain. Et cette conscience collective est capable non seulement d'ordonner la matière, mais aussi de plier le temps pour agir depuis le futur. Franchement, la leçon pratique de tout ça, c'est la compassion. Si on partage tous cet espace spirituel chevauché, faire du mal au réseau, c'est se mutiler soi-même. C'est une conséquence purement logique et structurelle de ces théories, en effet. Et ça me laisse avec une pensée vertigineuse pour clore notre analyse. Si la rétrocausalité est réelle, si des événements futurs peuvent envoyer des ondes de choc dans notre présent à travers ce réseau, est-ce que le libre arbitre existe vraiment? Ou est-ce qu'on est tous en train de marcher vers un futur qui nous a déjà appelés à l'existence en nous souvenant simplement des étapes pour y arriver? C'est de quoi faire fumer les neurones. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. C'était fascinant, merci à vous.